Bonjour, c'est Mia, ravie de vous présenter un nouveau récit original de ma chaîne Regard du temps. Je m'appelle Nathalie et j'ai 18 ans. Le jour de mes 18 ans, je me suis rendue au tribunal, j'ai payé 150 $ et j'ai légalement effacé le nom de famille de mon père de tous mes documents officiels. Il avait quitté ma mère quand j'avais 6 ans, avait épousé une femme qui avait passé 12 ans à me faire comprendre que je n'avais pas ma place et avait trahi chacune de ses promesses. À ma remise de diplôme, sa femme a dit quelque chose de tellement cruel devant tout le monde que ça aurait dû me détruire. Ça ne l'a pas fait. Ça m'a libérée. Après que le juge a signé l'ordonnance, j'ai envoyé à mon père une dernière lettre. 3 mots. Seulement 3. Et ces 3 mots l'ont brisé d'une façon que son propre silence n'aurait jamais pu faire. Si vous regardez cette vidéo, abonnez-vous et dites-moi d'où vous regardez. Maintenant, laissez-moi vous ramener à l'été de mes 6 ans. La nuit où mon père a fait son sac de voyage et m'a dit qu'il serait de retour vendredi. J'ai 6 ans, debout sur le porche de notre petite maison à Ridgewater, Missouri. Une population trop faible pour avoir un target, mais trop nombreuse pour que chacun se mêle de ses affaires. Il y a une balançoire en pneus dans le jardin que mon grand-père Walter a construite avant ma naissance. La corde s'effiloche, mais elle tient encore. Mon père porte un sac de voyage vers son camion. Bleu marine. Je me souviens de la couleur parce que je lui avais demandé s'il partait camper. Je serai de retour vendredi, Nat, dit-il. Il s'accroupit, prend mon visage entre ses 2 mains et embrasse mon front. Vendredi arrive. Vendredi repart. Il s'installe dans un appartement à 40 minutes vers l'est, de l'autre côté de la limite du comté. Assez proche pour conduire, assez loin pour justifier de ne pas venir. Ma mère ne pleure pas devant moi. Elle enfile ses vêtements de travail, conduit jusqu'à l'hôpital pour sa nuit de garde et rentre à 6 heures du matin avec des cernes si sombres sous les yeux qu'on dirait qu'ils sont peints. Mais je l'entends à travers le mur de la chambre chaque nuit pendant 2 semaines. Le son est discret, étouffé, comme si elle pressait son visage dans un oreiller pour que je ne sache pas. Je sais. Grand-mère Ruth emménage la même semaine. Elle apporte sa poêle en fonte, ses lunettes de lecture et un quilt qu'elle a confectionné avec les vieilles chemises en flanelle de mon grand-père. Elle prépare le dîner, plie le linge, me conduit à l'école. Elle ne dit pas grand-chose sur mon père, sauf ceci. Ton papa t'aime, ma chérie. Il a juste oublié comment le montrer. Je la crois. À 6 ans, on croit les grands-mères comme on croit la gravité. Sans question, sans preuve. Je ne connaissais pas encore le nom de la femme qui allait tout changer. Pas encore. Mais j'allais l'apprendre assez tôt. Elle s'appelle Diane Caldwell. Elle devient Diane Caldwell Mayers, un samedi d'octobre, quand j'ai 7 ans et demi. Le mariage est intime. Dans le jardin de la maison de ses parents, du bon côté de la ville, celui avec les boîtes aux lettres en briques et les camions de jardinage garés devant chaque mardi. Je porte une robe jaune que ma mère a choisie. Maman ne vient pas. Elle me dépose au bout de l'allée et dit « Amuse-toi bien, ma chérie. Je viendrai te chercher à 20 heures. » Diane me sourit pendant la cérémonie. Elle prend ma main après et se penche pour être à ma hauteur. Nous allons former une vraie famille maintenant, Nathalie. Son parfum sent le gardénia. Sa poigne est ferme. Je veux l'apprécier. J'essaie. Ce soir-là, après le gâteau, les toasts et les feux de Bengale, je suis assise sur les marches du porche, à attendre les phares de la voiture de ma mère. La moustiquaire est entr'ouverte, et j'entends la voix de Diane depuis la cuisine. Elle peut rendre visite à Greg, mais pas tous les week-ends. Nous avons besoin de notre propre espace. C'est ma fille, Diane. Et moi, je suis ta femme. Nous construisons quelque chose de nouveau ici. Linda s'en occupe. La fille va bien. La fille, pas Nathalie. La fille. Mon père dit quelque chose que je ne peux pas entendre. Une voix basse, étouffée, celle qu'il utilise quand il ne veut pas se disputer. Puis plus rien. Juste le tintement des assiettes. Après cette nuit-là, les visites commencent à se raréfier. Chaque week-end devient un week-end sur 2. Un week-end sur 2 devient une fois par mois. Une fois par mois devient quand c'est possible. Et ce n'est presque jamais possible. Diane ne dit jamais « ne l'amène pas ». Elle dit « concentrons-nous sur nous ». Elle dit « Linda gère ».
Elle dit « Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour tout le monde sauf moi ». Voilà à quoi ressemblent 12 ans de promesses brisées quand on les couche sur le papier. Je commence à tenir un carnet quand j'ai 8 ans. C'est un cahier de composition acheté à 1 $, avec une couverture marbrée noir et blanc. Je n'écris pas dedans parce que je suis en colère. J'écris dedans parce que j'ai besoin de preuves. La preuve que je n'invente pas. La preuve que les promesses sont réelles, que les annulations sont réelles, et que le silence qui suit est réel. Page 1. Papa a dit qu'il viendrait à mon récital de piano. 12 mars. Il n'est pas venu. Page 4. Papa a dit qu'il viendrait me chercher pour la veille de Noël. Le 24 décembre, il a appelé à 15 heures. Quelque chose s'est passé. Page 9. Papa a dit qu'il appellerait tous les mercredis. A appelé 3 semaines, puis s'est arrêté. Page 14. Papa a dit qu'il m'emmènerait pêcher au lac Cédar, comme le faisait grand-père Walter. Samedi 8 juin. Il a envoyé un SMS à 7 heures du matin. Diane ne se sent pas bien. On remet à plus tard. Remettre à plus tard, c'est son expression favorite. Les reports n'ont pas de date d'expiration dans son monde. Ils s'accumulent jusqu'à ce qu'aucun de nous n'en parle plus. La pension alimentaire arrive le 1er de chaque mois. 743 $ par virement direct. Jamais en retard. Mon père s'accroche à ce chiffre comme à une bouée de sauvetage. Je le sais parce que la seule fois où l'ami de ma mère lui a demandé pourquoi il avait manqué ma pièce de théâtre scolaire, il a répondu « Je prends soin d'elle. Vérifiez les relevés bancaires. » De l'argent à la place de la présence. C'est sa logique. Grand-mère Ruth me regarde remplir le carnet un soir. Elle ne le lit pas. Elle me regarde juste par-dessus ses lunettes de lecture et dit « Tu fais les comptes, ma chérie ?» « Je garde une trace, dis-je. Elle hoche la tête. Bien. Une femme doit toujours savoir exactement où elle en est. Je ne savais pas alors que ce carnet tout froissé et taché de café acheté à 1 $, serait la dernière chose dont j'aurais besoin avant de prendre la décision qui a changé mon nom et ma vie. J'ai 12 ans la dernière fois que je mange le dîner de Thanksgiving chez mon père. Diane reçoit. Elle est douée pour recevoir. La table est dressée avec des serviettes en tissu. Il y a des marque-places en calligraphie. La dinde est dorée à souhait et prête pour Instagram. Ses amis sont là, ses parents, un couple de leur église. Quand j'entre, Diane me présente à une femme que je n'ai jamais rencontrée. « C'est la fille de Greg », dit-elle. Pause. D'avant. Pas Nathalie. Pas ma belle-fille. La fille de Greg d'avant. Comme si j'étais un meuble laissé par un ancien locataire. La femme sourit poliment et passe à autre chose. À table, il n'y a pas de marque-place pour moi. 14 chaises, 14 cartes, 14 noms écrits de la main soignée de Diane. Pas le mien. J'apporte une chaise pliante du garage et me glisse entre mon père et le mur. Mon assiette dépasse à moitié de la table. Mon père voit. Sa mâchoire se contracte. Il ouvre la bouche. « Diane, peut-être qu'on pourrait… » « C'est bon, Greg. » Elle ne lève pas les yeux de la sauce au canneberge. Elle ne s'en préoccupe pas. Je mange. Je finis mon assiette. Je lave mes couverts. Puis, je vais dans le couloir et j'appelle grand-mère Ruth. « Viens me chercher, mamie. » Elle ne demande pas pourquoi. Elle dit juste « 15 minutes, ma chérie. » Dans la voiture, Ruth n'insiste pas. Elle conduit d'une main sur le volant et l'autre sur la mienne. Nous nous arrêtons au restaurant sur la route 9 et partageons une part de tarte à la citrouille. La serveuse m'appelle ma belle et resserre le café de Ruth 2 fois. « Tu n'as pas à mériter une place à la table de qui que ce soit, Nathalie, » dit Ruth entre 2 bouchées. « Tu en as déjà une à la nôtre. » Ce Thanksgiving fut la dernière fois que j'ai mis les pieds chez Diane pour les fêtes. Je n'ai pas fait d'annonce, j'ai juste arrêté d'y aller. L'année de mes 14 ans, mon père oublie mon anniversaire. Pas de la façon dont on oublie d'acheter du lait, de la façon dont on oublie le nom de quelqu'un qu'on connaissait autrefois, sans s'en rendre compte, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre le signale. Le 28 juillet arrive et repart.
Pas d'appel, pas de carte, pas de SMS. Rien. Le 31 juillet, 3 jours plus tard, mon téléphone vibre. Un SMS de papa. Désolé, Nat. Semaine chargée. Bon anniversaire en retard. 2 mots. Comme si j'étais une collègue qu'il connaît à peine. Ce même mois, je trouve les photos. Diane les publie sur Facebook. Une galerie intitulée Notre petite famille. Greg et Diane avec leurs amis à un barbecue. Greg et Diane à un gala de charité. Greg tenant le bébé d'un voisin, souriant. 12 photos. Je les fais toutes défiler. Je n'apparais sur aucune. Pas une seule. Notre petite famille. Notre. Je m'assieds sur mon lit et regarde le mot Meyers sur ma carte d'identité scolaire. Nathalie Meyers. Je le dis à voix haute et j'écoute si quelque chose se passe. De la reconnaissance, de l'appartenance, de la fierté, n'importe quoi. Tout ce que j'entends, c'est le nom d'un homme qui a oublié mon anniversaire et ne s'en est pas rendu compte pendant 3 jours. Grand-mère Ruth me trouve sur le porche ce soir-là, la carte d'identité scolaire à la main. Qu'est-ce que tu regardes? Mon nom de famille. Elle s'assied à côté de moi, sans se presser. Ruth, dis-je, est-ce que ton nom de famille te pèse parfois? Elle y réfléchit. Vraiment? Puis, un nom ne pèse que le poids de la personne qui te l'a donné, ma chérie. Si cette personne l'a rendu léger, avec amour, avec présence, alors tu le portes facilement. Si elle ne l'a pas fait, elle hausse les épaules. Alors ce n'est qu'un fardeau. Après cette nuit-là, chaque fois que quelqu'un m'appelait Nathalie Meyers, je le sentais. Le fardeau. Le SMS arrive un mardi après-midi de novembre. J'ai 16 ans. Je tiens la caisse à la librairie de Madame Péton après l'école. Mon téléphone s'allume sur le comptoir. Papa, tu as un petit frère maintenant. Thomas Gregory Meyers, 3,3 kg. Maman et bébé se portent bien. Maman et bébé, il veut dire Diane et le bébé. Maman. Je fixe l'écran assez longtemps pour que Madame Péton le remarque. Tout va bien, Nathalie? Oui, dis-je. Des histoires de famille. Je supprime le SMS et retourne ranger les livres de poche. Ce week-end, Diane appelle Ruth. Pas Linda, pas moi, mais Ruth pour annoncer la nouvelle en bonne et due forme. Ruth écoute, la félicite et raccroche. Puis elle s'assied en face de moi à la table de la cuisine. Diane a appelé Tommy leur premier enfant, Nathalie. Elle a utilisé le mot premier. Je laisse ça s'installer. Premier. Comme si j'étais un brouillon. Comme si les 12 années avant Tommy étaient un tour d'essai qui ne comptait pas. Ils peuvent l'appeler comme ils veulent, mamie. Ils peuvent, mais toi tu étais là en premier. Et rien ne change ça. Je ne rends pas visite au bébé. Je ne suis pas invitée à l'hôpital. Mon père ne me demande pas si je veux rencontrer mon demi-frère. Il envoie un SMS et passe à autre chose. Comme il passe à autre chose avec tout ce qui me concerne. Rapidement, proprement, sans regarder en arrière. Ce soir-là, j'ouvre mon ordinateur portable et tape 4 mots dans la barre de recherche. Comment changer légalement de nom à 18 ans? Je ne suis pas en colère. Je suis juste curieuse. De la façon dont on repère une sortie quand une pièce commence à sembler trop petite. Je lis les résultats. Je note les frais de dossier. Je ferme l'onglet. Puis, j'ouvre mon carnet, celui acheté à 1 $, page 36, et j'écris « Frais de tribunal 200 $. J'ai besoin de 8 gardes à la librairie. Je veux m'arrêter un instant ici. Si vous avez déjà regardé une photo de famille et réalisé que vous n'y figuriez pas, non pas parce que vous étiez derrière l'appareil, mais parce que personne n'avait pensé à vous inclure, alors vous savez exactement ce que ça fait. Laissez un commentaire et dites-moi si vous avez vécu ça. Et si cette histoire vous touche, appuyez sur le bouton d'abonnement parce que ce qui se passe lors de ma remise de diplôme est quelque chose à quoi je pense encore chaque jour. 2 mois avant la remise de diplôme, je décroche le téléphone et j'appelle mon père. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est la dernière lueur de cette stupide petite flamme que je porte depuis mes 6 ans. Celle qui murmure « Peut-être cette fois. Je veux juste en être sûre. »
Il répond à la troisième sonnerie. Une émission de télé joue en fond. J'entends Tommy babiller. « Papa, la remise de diplôme, c'est le 14 juin. J'y serai, Nat. » Sa voix est facile, automatique, comme quand on accepte de prendre du lait en rentrant. « Tu as dit ça pour le récital. » Pause. La télé baisse de volume. C'est différent cette fois. Je le promets. D'accord. Je raccroche et pose le téléphone sur mon bureau, face contre le bureau. Je ne me sens pas pleine d'espoir. Je ne me sens pas triste. Je ressens ce calme plat que j'ai appris à porter quand il s'agit de mon père. Le calme de quelqu'un à qui on a tendu un ticket de loterie qu'on sait déjà perdant, mais qu'on achète quand même parce que ça coûte moins cher que d'espérer. En bas, ma mère prépare son sac pour la nuit de garde. Elle s'arrête dans l'embrasure de la cuisine. Il a dit qu'il viendrait. Il a dit beaucoup de choses. Elle hoche lentement la tête et ferme son sac. Elle n'insiste pas. Elle a passé 12 ans à ne pas insister, à ne pas dénigrer Greg, à ne pas empoisonner les puits, à être simplement et silencieusement les deux parents pendant qu'il était ailleurs à n'en être aucun. J'ai cessé de croire aux promesses de mon père, à peu près au même moment où j'ai cessé de croire à la fée des dents. La différence, c'est que la fée des dents laissait au moins quelque chose sous mon oreiller. Ce soir-là, j'ouvre le carnet. Page 41. 14 juin. Remise de diplôme. Papa dit qu'il sera là. Je laisse la ligne en dessous vide. Je la remplirai après. Jour de la remise de diplôme. 14 juin. Le terrain de football du lycée de Ridgewater. Des gradins installés en rangée. Des chaises pliantes sur la ligne des 50 yards pour les terminales. Le ciel est de ce bleu Missouri délavé qui ressemble à du tissu laissé trop longtemps au soleil. Je suis en toge et toque, bleu royal, gland, doré, assise au 3e rang de la section des terminales, par ordre alphabétique de nom de famille. M comme Meyers. Plus pour longtemps. Je scrute les gradins. Grand-mère Ruth est au 5e rang avec son chapeau du dimanche. Ma mère est à côté d'elle en tenue de travail. Elle a échangé ses gardes avec une collègue pour être là. Ruth essuie déjà ses yeux et la cérémonie n'a pas encore commencé. Puis je le vois, mon père. 4e rang, tout à gauche. Il porte une chemise boutonnée que je n'ai jamais vue. Ses cheveux sont plus courts que la dernière fois qu'il est venu. Ma poitrine fait quelque chose d'inattendu. Un serrement. Une douleur qui ressemble à du soulagement et du deuil emmêlés ensemble en un nœud que je ne peux pas défaire. Puis, je vois qui est assis à côté de lui. Diane. Les cheveux soufflés, des lunettes de soleil relevées sur la tête comme un serre-tête. Tommy sur la hanche, gigotant dans un petit polo. Elle sourit, fait signe à quelqu'un 2 rangs plus bas, en train de jouer la comédie. Mon père n'est pas venu seul. Il a amené toute la production. Je me retourne vers l'estrade. Le directeur tape dans le microphone. Un Larsen traverse le terrain. Un élève derrière moi rit. Je prends une grande inspiration. Je me dis, il est venu. C'est déjà quelque chose. Mais il l'a amenée, elle. Et ça, c'est tout. Quoi qu'il arrive sur cette estrade, quel que soit le son de mon nom quand ils l'appelleront dans les haut-parleurs, c'est déjà un adieu. Je ne l'ai juste pas encore dit à voix haute. Nathalie Ann Meyers. Le nom sort des haut-parleurs comme tous les autres. Rapide, mécanique, passant au suivant avant que les applaudissements ne s'éteignent, mais j'entends chaque syllabe. Je me lève, lisse ma toge et marche vers l'estrade. Dans le top 10% de la promotion. Le directeur me serre la main. Le doyen me remet la pochette du diplôme. Je la grippe, souris pour l'appareil photo que je ne vois pas et regarde la foule. Ruth est debout, les 2 mains jointes sur sa bouche, des larmes coulant sur ses joues. Ma mère est à côté d'elle, applaudissant fort, son badge d'hôpital toujours accroché à sa tenue. Et de l'autre côté de l'allée, mon père. Il est debout lui aussi. Mains jointes, applaudissements lents, les yeux sur moi. C'est ce qui me brise. Il est debout. Pour la première fois en 12 ans, mon père se lève à cause de moi. Pour moi. Je descends les marches de l'estrade et mon cerveau commence à faire ce que je déteste. Ce truc que j'ai passé des années à essayer d'arrêter. Peut-être que je me trompais.
Peut-être que c'est différent cette fois. Peut-être qu'il est enfin... J'atteins la pelouse et il est là. Il s'avance, ouvre les bras et me serre contre lui. C'est maladroit. Un bras raide, l'autre trop serré. Comme s'il avait répété devant le miroir, mais que la mémoire musculaire a disparu. Je suis fière de toi, Nat. 4 mots. Les 4 mots que j'attendais depuis mes 6 ans. Il frappe ma poitrine comme un poing. Je ferme les yeux, je l'inspire. De l'après-rasage, du café et quelque chose d'inconnu, peut-être la lessive de Diane. Je me permets de vivre ces 3 secondes. 5. Je laisse les 4 mots s'installer. Puis Diane ouvre la bouche. Une femme de leur église, Madame Langlais, celle qui organise les ventes de gâteaux, s'approche avec un grand sourire. Diane, vous devez être tellement fière d'elle. Diane soulève Tommy sur sa hanche. Son sourire n'atteint pas ses yeux. Oh, je ne suis pas sa mère. Greg a un passé. Madame Langlais cligne des yeux, me regarde Diane. L'air autour de nous se modifie. Je le sens. La façon dont le son s'amincit juste avant une tempête, la façon dont les insectes se taisent. Diane tourne légèrement la tête, juste assez pour s'assurer que le groupe de parents derrière elle peut l'entendre. Et elle le dit. Tu n'as jamais vraiment été sa fille de toute façon. 8 mots prononcés comme si elle commentait la météo. Désinvolte, répétée, comme si elle avait gardé cette réplique pour le bon public. Personne ne parle. 3 secondes de silence. Vrai silence. Le genre qui avale tout. J'entends le vent faire claquer le drapeau près des poteaux de but. J'entends le larcène du microphone sur l'estrade. J'entends Tommy s'agiter. Je regarde mon père. Il regarde le sol. C'est tout. Pas de correction. Pas de Diane arrête. Pas de défense. Juste ses yeux qui tombent sur l'herbe comme ceux d'un homme qui a décidé que ce combat ne vaut pas la peine. La même décision qu'il prend depuis 12 ans. Ruth est déjà à mon côté. Je sens sa main sur mon coude, stable, chaude. La poigne d'une femme qui m'a soutenue plus de fois que la gravité. Rentrons à la maison, ma chérie. Je hoche la tête. Je ne pleure pas. Je ne discute pas. Je ne regarde ni Diane, ni mon père, ni Madame Langlais, ni personne. J'ai attendu 12 ans que mon père me choisisse. Il en avait enfin l'occasion, là, devant tout le monde, et il a choisi le silence. Le silence était sa réponse. Et je l'ai enfin accepté. Ce soir-là, je m'assieds sur le porche arrière de grand-mère Ruth. Des grillons, des lucioles qui clignotent au-dessus de la ligne d'arbres. L'odeur du chèvrefeuille et de l'herbe coupée. Ce genre de silence que seules les petites villes et le deuil à ciel ouvert savent créer. Ruth sort avec 2 verres de thé glacé et s'installe dans le rocking chair à côté de moi. Elle ne me demande pas ce qui s'est passé à la remise de diplôme. Elle ne mentionne pas Diane. Elle s'assied juste, se berce et attend que je sois prête. Parle-moi de grand-père Walter, dis-je. Elle sourit. Le genre de sourire qui vit dans le souvenir, pas dans l'instant. Il était charpentier. Il a construit cette maison de ses propres mains avant que ta mère ne soit née. Il a coupé chaque planche, planté chaque clou, ça lui a pris 14 mois. Et le nom Ashford, vieux anglais, signifie le gué, près des frênes, un lieu de passage. Elle sirote son thé. Ton grand-père aimait ça. Il disait « Un passage, c'est là où tu laisses quelque chose derrière toi et où tu entres dans quelque chose de nouveau. » Je retourne le mot dans ma bouche. Ashford, ça ressemble à des racines, à quelque chose de bâti, pas d'emprunté. Mamie, je peux te poser une question? Toujours. Si le nom de quelqu'un ne lui semble plus le sien, est-ce mal de le laisser partir? Ruth cesse de se bercer. Elle me regarde, non pas avec surprise, non pas avec pitié, mais avec reconnaissance, comme si elle attendait cette question depuis plus longtemps que je suis en vie. Un nom devrait être comme une maison, Nathalie. S'il ne l'est pas, tu as tout à fait le droit d'en trouver un qui l'est. Elle ne dit pas « abandonne le nom de ton père ». Elle ne dit pas « prends le nôtre ». Elle ouvre simplement une porte et me laisse voir ce qui se trouve de l'autre côté. Je regarde les lucioles. Quelque part dans l'obscurité,
les Friends de Walter Ashford, sont encore debout. Le lendemain matin, je m'assieds à mon bureau et j'ouvre mon ordinateur portable. La barre de recherche clignote. Je tape « Comment changer légalement de nom à 18 ans dans le Missouri ?» Cette fois, je ne ferme pas l'onglet. La procédure est simple. Déposer une demande au tribunal de circuit. Payer les frais de dossier, 150 $ dans notre comté. Attendre 4 à 6 semaines pour une date d'audience. Comparaître devant un juge. S'il n'y a pas d'objection et aucune raison légale de refuser, le juge signe l'ordonnance. Ensuite, mettre à jour la sécurité sociale, le permis de conduire, les dossiers scolaires, nouveaux noms, nouveaux documents, tout de neuf. Aucune permission requise. À 18 ans, c'est ma décision et la mienne seule. J'ouvre mon application bancaire. 312,47 $. Chaque dollar gagné à la librairie de Madame Petton. 9,50 $ de l'heure. À ranger des livres de poche et tenir la caisse après l'école. Assez pour les frais de dossier, les mises à jour de documents et un peu en réserve. Je calcule. Mon anniversaire est le 28 juillet. Si je dépose la demande pendant ma semaine d'anniversaire, l'audience devrait tomber vers début septembre, avant l'orientation au Community College. J'entrerai dans mon premier cours avec mon nouveau nom. Je prends un stylo et ouvre le carnet, page 43. Sous la longue liste de promesses brisées et de visites annulées, j'écris 2 mots en lettres majuscules soignées. Nouveau nom. Nathalie Ashford. Je le regarde. Je le dis doucement pour moi-même. Ça ne ressemble pas à de la vengeance. Ça ne ressemble pas à de la colère. Ça ressemble au nom de quelqu'un qui a choisi son propre passage. Je ferme le carnet. Entre les pages, il y a une feuille de papier vierge pliée, le genre qu'on arrache d'un bloc-notes légal. Je ne sais pas encore ce que j'y écrirai, mais je sais que ce sera court. Certaines choses n'ont besoin que de quelques mots. 2 semaines après la remise de diplôme, mon téléphone sonne. Papa. Je manque presque de laisser passer en messagerie. Presque. Mais il y a ce fil têtu, plus fin qu'un fil de soie d'araignée. Assez fort pour me faire glisser mon doigt. Nat, à propos de ce que Diane a dit. Quelle fois? Silence. Je l'entends respirer lourdement, comme un homme qui porte quelque chose qu'il ne sait pas comment poser. Elle ne le pensait pas. Papa, ça fait 12 ans qu'elle le pense. Je lui parlerai. Tu dis ça depuis que j'avais 7 ans. Nouvelle pause. Je peux l'imaginer debout dans sa cuisine, une main sur le comptoir, les yeux fermés. La même posture qu'il adopte quand le monde lui demande quelque chose et qu'il préférerait être n'importe où ailleurs. Je suis désolée, Nat. Je sais. C'est ça le problème. Il laisse ça s'installer. Je pense qu'il veut me demander ce que je veux dire, mais il ne le fait pas. Une partie de lui sait déjà, et c'est cette partie-là qu'il évite depuis le jour où il a fait ce sac de voyage. « Laisse-moi te voir, dit-il. Juste nous deux. Pas Diane. Je conduirai samedi. »« D'accord, papa. » Samedi arrive à 10 heures. Un SMS. Diane ne se sent pas bien. On peut remettre à plus tard. Je lis le SMS une fois. Je pose le téléphone sur ma table de nuit. Je descends, mange les pancakes que ma mère a préparés et conduis jusqu'à la librairie pour mon service de l'après-midi. Page 44. Papa a encore annulé. Diane ne se sent pas bien. C'est la dernière entrée du carnet. Non pas parce que j'ai arrêté de noter, mais parce qu'il n'y a plus rien à noter. Le fil entre l'espoir et la reconnaissance des schémas a finalement rompu. Et pour la première fois en 12 ans, je me tiens du bon côté. Mon père a épuisé ses promesses et j'ai épuisé la patience d'y croire. Juillet à Ridgewater est étouffant. L'air, l'humidité, les ragots. Je passe la plupart du temps à l'intérieur de la librairie de Madame Petton, où le climatiseur cliquette comme un moteur en fin de vie, mais où les rayonnages sentent le vieux papier et les possibilités. Je prends des services supplémentaires, plus seulement pour les frais de tribunal. J'ai une bourse partielle pour le Ridgewater Community College, mais les livres et les fournitures ne sont pas couverts. Chaque heure à la caisse,
C'est un manuel de plus. Un semestre de plus, sans devoir, rien à personne. Madame Peyton me regarde organiser le présentoir de lectures estivales un après-midi. Elle a 72 ans, porte des lunettes à double foyer sur une chaîne perlée et n'a jamais posé une question dont elle ne connaît pas déjà la réponse. Tu économises pour quelque chose de précis, Nathalie. Pas une question, une constatation. Quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. Elle hoche la tête, fait glisser une pile de retour sur le comptoir et en reste là. C'est ce que j'aime chez Madame Peyton. Elle comprend que certaines conversations ne sont pas encore terminées. Les mardis et jeudis, je l'aide à animer le programme de lecture estival pour les enfants de l'élémentaire. Je m'assieds en tailleur sur la moquette et lis des albums illustrés à des enfants de 7 ans qui croient encore aux fins heureuses et aux pères qui rentrent à la maison quand ils le disent. Une fillette, Maddy, dent du lait, manquante et couette, m'apporte chaque semaine un dessin en crayon de couleur de sa famille. Maman, papa, Maddy et un chien qui s'appelle Biscuit, tous en train de se tenir la main, tous souriants. Je colle chaque dessin sur le tableau d'affichage et fais semblant que la tension dans ma poitrine est juste due à la chaleur. À la maison, ma mère remarque les heures supplémentaires. Elle me pose la question à table, l'air de rien, en remuant son thé glacé. Tu travailles plus que d'habitude. Je te dirai bientôt, maman. J'ai juste besoin d'être sûre d'abord. Elle me regarde, hoche la tête, me fait assez confiance pour ne pas insister. L'appel téléphonique vient de Madame Langlais, la même Madame Langlais de la remise de diplôme, l'organisatrice des ventes de gâteaux, la femme qui a regardé Diane délivrer la phrase qui a fendu ma vie en deux. Nathalie, je ne veux pas remuer les choses, mais je pensais que vous deviez savoir. Elle me raconte qu'elle était chez Diane pour un groupe de lecture biblique. Dans le couloir, il y a un mur de photos encadré. Le mur de la famille, comme l'appelle Diane. Le mariage de Greg et Diane, des fêtes, les photos de naissance de Tommy. Mais il y avait autrefois une photo vers le bas. Greg tenant une petite fille avec des couettes en désordre. Moi, à 4 ans, assise sur ses genoux à une foire de comté, une barbe à papa dans une main. Cette photo a disparu, remplacée par un portrait de studio de Greg, Diane et Tommy, tenue assortie, fond blanc, le genre de photo qui crie « Voilà la vraie famille ». Elle a dit qu'elle avait mis le mur à jour, dit Madame Langlais. Je pensais que vous deviez savoir. Je la remercie. Je raccroche. Je reste assise sur le bord de mon lit un long moment. Elle n'a pas juste retiré une photo. Elle a supprimé la preuve que j'ai jamais fait partie de sa vie. Elle m'a effacée de la famille comme une faute de frappe, corrigée, supprimée, remplacée par quelque chose qu'elle préférait. Je n'appelle pas mon père. Je ne lui demande pas pourquoi. Je sais déjà pourquoi. Diane avait besoin d'une histoire propre, et j'étais la tâche. J'ouvre le carnet. Je lis chaque page. 8 ans de promesses brisées de ma propre écriture, qui évolue des petites lettres rondes d'enfant à l'impression serrée et nette que j'utilise maintenant. Je lis la dernière page. Nouveau nom. Nathalie Ashford. Je ferme le carnet, le pose sur mon bureau et dis un mot à voix haute. D'accord. 28 juillet, mon 18e anniversaire. Lumière du matin à travers la fenêtre de la cuisine. Ma mère a préparé un gâteau au citron, mon préféré depuis mes 9 ans. Grand-mère Ruth apporte des tournesols de son jardin, encore humides de rosée, enveloppés dans du journal. Bon anniversaire, ma chérie, dit Ruth en m'embrassant le front. 18 ans. Ton grand-père t'aurait fabriqué un rocking chair. Nous mangeons du gâteau au petit déjeuner parce qu'il n'y a pas de règles les jours d'anniversaire. Ma mère chante faux. Ruth fredonne. La cuisine est chaude et jaune, et sent le sucre, le beurre et la maison. À 9h47, mon téléphone vibre. Papa. Bon anniversaire, Nat. 3 mots. Pas d'appel, pas de carte, pas de mention de me voir. Juste un SMS qui demande moins d'efforts que de commander un café. Je pose le téléphone à l'envers sur le comptoir. Ma mère voit. Elle ne commente pas. Après le petit déjeuner, je fais asseoir ma mère et Ruth à la table de la cuisine.
Mes mains sont stables. Ma voix est claire. Je veux changer mon nom de famille en Ashford. La cuisine se tait. La main de Ruth trouve la mienne sur la table. Ma mère ne parle pas tout de suite. Elle me regarde comme elle regarde les radios à l'hôpital. Attentivement, soigneusement, cherchant les fractures. Tu es sûre que c'est ce que tu veux, Nathalie? Pas ce que la colère veut. Je ne suis pas en colère, maman. J'en ai fini d'attendre. Elle soutient mon regard, cherchant. Quoi qu'elle y trouve, c'est suffisant. Parce que ses épaules s'abaissent, et elle hoche la tête. Lente, certaine. Alors c'est ta décision. Ruth me serre la main. Ses yeux brillent. Je te conduis au tribunal. Je repousse ma chaise. Le gâteau est à moitié mangé. Les tournesols penchent vers la fenêtre. Mon téléphone reste à l'envers sur le comptoir, portant encore les 3 mots de mon père. Je le laisse là. Le tribunal de circuit du comté de Ridgewater est un bâtiment en calcaire à 2 étages, avec un mât de drapeau devant et des traînées d'humidité qui descendent les colonnes comme de vieilles larmes. Ruth gare sa Buick sur le parking latéral, coupe le moteur et se tourne vers moi. Prête? Prête. Je porte une chemise blanche boutonnée, celle que ma mère a repassée ce matin sans qu'on le lui demande, lissant chaque pli comme si elle scellait une enveloppe. Je ne sais pas pourquoi la chemise compte, mais c'est le cas. Ça ressemble à une armure. À l'intérieur, le bureau du greffier sent l'encre et le cire de parquet. Une femme derrière le comptoir avec des lunettes de lecture et un badge lève les yeux quand je m'approche. Je voudrais déposer une demande de changement de nom légal. Elle me tend un formulaire, 4 pages. Je le remplis au comptoir. Stylo stable, impression lisible. Nom légal actuel, Nathalie Ann Meyers. Nom souhaité. Je marque une pause. Je pense à Walter. Je pense à Ruth. Je pense aux frênes et au lieu de passage. Nathalie Ruth Ashford. L'ajout du 2e prénom est une décision que je prends là, debout à ce comptoir. Ruth n'est pas encore au courant. La greffière vérifie le formulaire. Motif du changement de nom? Personnel. Je souhaite porter le nom de famille de ma mère. Elle hoche la tête. Pas de jugement. Pas de question. Les frais de dossier sont de 150 $. Je tire une enveloppe blanche de mon sac. À l'intérieur, 15 billets de 10 $ comptés 3 fois sur mon bureau la nuit dernière. Je les fais glisser sur le comptoir. L'audience sera programmée dans 4 à 6 semaines. Vous recevrez un avis par courrier. Je marche dans le couloir. Ruth est assise sur un banc en bois, son sac sur les genoux, les chevilles croisées. C'est fait, c'est déposé. Elle se lève, m'enroule dans ses bras et tient bon. Elle ne dit pas un mot. Elle n'en a pas besoin. 3 semaines plus tard, l'avis arrive par courrier. Date d'audience, 8 septembre. Je plie l'avis, le glisse dans le carnet et continue mon service à la librairie. Il faut exactement 4 jours au moteur de la petite ville pour faire son travail. Quelqu'un au tribunal connaît quelqu'un qui connaît Greg. C'est comme ça que ça marche à Ridgewater. L'information voyage plus vite que la lumière, et 2 fois plus loin. Mon téléphone sonne un jeudi soir. Papa. Sa voix sonne différemment. Plus haute, plus tendue. Le timbre d'un homme à qui on vient de communiquer une information pour laquelle il n'était pas préparé. Nat, quelqu'un au tribunal m'a dit que tu avais déposé des papiers. Qu'est-ce qui se passe? Je change de nom de famille, papa. Tu ne peux pas faire ça. Si, je peux. J'ai 18 ans. Pourquoi tu ferais ça? Parce que ça ne m'a jamais vraiment appartenu. Je l'entends avaler sa salive. En fond, la voix de Diane, tranchante, qui demande « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il couvre le téléphone avec sa paume, mais j'entends quand même, étouffé, déformé. Le son d'un homme tiraillé dans 2 directions qui choisit la plus facile à chaque fois. « Nathalie, s'il te plaît, laisse-moi arranger ça. Tu as eu 12 ans pour arranger ça. » Diane n'a pas voulu. « Stop !» Le mot atterrit comme une porte qui se ferme. Il se tait. Je l'entends respirer par le nez. Le son de quelqu'un qui n'a plus d'arguments mais n'est pas prêt à s'arrêter de parler. Je t'aime, Nat. Je sais. Au revoir, papa. Je raccroche. Mes mains ne tremblent pas. Ma voix n'a pas flanché. Je ressens le même calme plat et clair que le jour où j'ai déposé la demande.
le calme de quelqu'un qui a déjà traversé la rivière et ne regarde pas en arrière. Il appelle encore 4 fois cette semaine-là. Je ne décroche pas. Il n'y a plus rien à dire que 150 $ et une date d'audience n'ont pas déjà dit pour moi. Alors mon père a découvert la nouvelle, et je pouvais l'entendre dans sa voix. Pas de la culpabilité, pas encore. De la peur. La peur de ce que les gens diraient, la peur de l'histoire que toute la ville assemblerait une fois qu'ils verraient le nom Nathalie Meyers disparaître des registres. Si vous pensez qu'il aurait dû ressentir de la culpabilité plutôt que de la peur, laissez un commentaire. Et si vous regardez jusqu'ici, merci. Le jour de l'audience approche, et j'ai besoin que vous voyiez ce qui s'est passé dans cette salle d'audience. Diane ne perd pas de temps. Dans les jours suivant l'appel téléphonique de Greg, elle lance sa campagne. Pas fort. Diane ne travaille jamais fort. Elle travaille par murmure, chaîne téléphonique et commentaires soigneusement placés aux bonnes tables. Ma mère me parle de l'appel. La voix de Linda est plate. Le ton qu'elle utilise quand elle est en colère, mais trop disciplinée pour le montrer. Diane m'a appelée au travail. Qu'est-ce qu'elle voulait? Linda s'appuie contre le comptoir de la cuisine, les bras croisés. Elle a dit « Vous humiliez son mari ». Et qu'est-ce que tu as répondu? Linda penche la tête, les bras croisés. J'ai dit que son mari avait humilié sa fille pendant 12 ans. Je manque presque de sourire. Elle a dit « Vous êtes ingrate qu'ils aient déjà payé une pension alimentaire ». Et je lui ai dit que la pension alimentaire, ce n'est pas être parent. Diane ne s'arrête pas à Linda. Elle appelle 2 femmes de son groupe de lecture biblique, le cousin de Greg à Springfield, et un voisin. L'histoire qu'elle raconte est cohérente, peaufinée et complètement reformatée. Nathalie fait ça pour punir Greg, pour attirer l'attention, pour blesser la famille dans une période difficile avec un nouveau bébé, avec Greg qui fait des heures supplémentaires. Certaines personnes approuvent de la tête. Des gens qui connaissent Diane, qui se sont assis à sa table de Thanksgiving et ont admiré ses marque-places en calligraphie. Mais d'autres, ceux qui étaient à la remise de diplôme, ceux qui ont entendu les 8 mots, n'approuvent pas. Madame Pitton, à la librairie, pose ses lunettes et dit « Cette femme a dit ce qu'elle a dit, et maintenant elle réécrit le scénario. » Mon ancien professeur d'histoire, M. Donovan, m'envoie un email. « Fière de vous, Nathalie. Je l'ai toujours été. » Le contre-récit de Diane a un défaut fatal. La remise de diplôme s'est déroulée en public. Les témoins se souviennent. Les histoires restent. Et dans une ville comme Ridgewater, la vérité ne reste pas enterrée simplement parce que quelqu'un avec du beau papier à lettres essaie de la couvrir. 8 septembre. Le matin est frais pour le Missouri. Première touche d'automne qui se faufile dans l'humidité. J'enfile la chemise blanche boutonnée. La même. Ma mère l'a repassée à nouveau. Ruth conduit. Linda est à l'arrière. Personne ne parle. La radio est éteinte. Le seul son est le moteur de la Buick et les cigales qui chantent leur dernier chant de l'été. La salle d'audience est petite, rien comme au cinéma. Des murs lambrissés, des néons, le faible bourdonnement d'un ventilateur de plafond qui perd la bataille contre la chaleur. Un greffier est assis à la gauche du banc. La plaque du juge indique « Honorable Patricia Morrow ». Je prends place à la table du pétitionnaire. Ruth et Linda s'assoient dans la galerie derrière moi, premier rang, épaule contre épaule. Je vérifie le reste de la salle. 2 autres affaires au rôle ce matin. Un homme plus âgé demandant la restauration d'un nom après un divorce. Une jeune mère ajoutant un trait d'union. Pas Greg, pas Diane. Personne du côté Meyers. La chaise en face de moi est vide. Le juge Morrow entre. Nous nous levons. Nous nous asseyons. Elle ouvre mon dossier. Demande de changement de nom légal. Nathalie Ann Meyers, en Nathalie Ruth Ashford. Elle lève les yeux, m'étudie par-dessus ses lunettes. Des objections légales ont-elles été déposées? Le greffier vérifie. Aucune objection au dossier, votre honneur. La juge se tourne vers moi. Jeune femme, comprenez-vous que ce changement est définitif? Oui, votre honneur. Et c'est une décision prise librement? Oui. Elle soutient mon regard un moment,
Puis elle signe l'ordonnance. Le stylo gratte le papier. Un petit son, le son de 12 ans qui se termine en un seul trait. À compter d'aujourd'hui. Votre nom légal est Nathalie Ruth Ashford. Derrière moi, Ruth pousse un cri étouffé. Je l'entends retenir son souffle sur le deuxième prénom. Elle ne savait pas. Je me retourne. Elle pleure. Nous sortons du tribunal dans le soleil de septembre. Les colonnes en calcaire projettent de longues ombres sur le parking. Un écureuil traverse en courant la base du mât de drapeau. Tout est ordinaire et rien n'est pareil. Ruth prend ma main gauche, Linda prend ma droite. Nous marchons comme ça, côte à côte, liés, jusqu'à la Buick. Personne ne parle jusqu'à ce qu'on arrive à la voiture, et puis tout le monde parle en même temps. Ruth Ashford, dit ma grand-mère en essuyant ses yeux du dos de la main. Tu as mis mon nom là-dedans. Tu l'as mérité, ma chérie. Je n'ai rien mérité du tout. J'ai juste été là. C'est exactement ce qu'il a mérité, mamie. Linda ouvre la portière de la voiture, s'arrête et me prend dans ses bras. Elle me tient comme elle le faisait quand j'étais petite. Une main derrière ma tête, l'autre à plat dans mon dos. Je sens sa cage thoracique trembler. « Je suis fière de toi », murmure-t-elle. Maintenant, ici, tout de suite, nous montons dans la voiture. Ruth démarre le moteur, puis le coupe. On s'arrête pour une glace, annonce-t-elle. 3 boules, non négociables. Nous conduisons jusqu'à la laiterie sur la route 9, le même endroit où Ruth m'avait emmenée après ce dernier Thanksgiving. Le même endroit où nous allons depuis que j'étais assez petite pour avoir besoin d'un réhausseur. Ruth prend de la noix de pécan au beurre. Linda prend de la fraise. Je prends de la menthe chocolat, comme toujours. Nous nous asseyons à la table de pique-nique devant, les jambes collées au banc métallique, la glace fondant plus vite que nous ne pouvons la manger. Je regarde l'ordonnance pliée dans mon sac. Nathalie Ruth Ashford, encre noire sur papier blanc, légal, définitif, à moi. Je n'ai pas ressenti de victoire. J'ai ressenti quelque chose de plus tranquille. J'ai ressenti que j'étais moi-même. Ce soir-là, je m'assieds à mon bureau sous la lampe à l'abat-jour de travers, une enveloppe blanche, une feuille de papier, un stylo. Je compose cette lettre dans ma tête depuis des semaines. Le premier brouillon était long. Des pages de tout ce que je voulais dire. Chaque anniversaire raté, chaque visite manquée, chaque fois que Diane avait dit quelque chose de blessant et qu'il n'avait rien dit du tout. Je voulais tout mettre en ligne par ligne pour qu'il ne puisse pas prétendre ne pas savoir. Mais j'ai réalisé qu'il sait. Il a toujours su. Le problème n'a jamais été le manque d'informations. C'était le choix. Il a choisi le confort de Diane au détriment de mon existence. Il a choisi le silence plutôt que de me défendre. Il a choisi la voie de la moindre résistance à chaque fois. Et 12 ans de moindre résistance ont creusé un canyon entre nous qu'aucune lettre ne pourrait combler. Je n'ai donc pas besoin de paragraphes. Je n'ai pas besoin d'arguments. J'ai juste besoin qu'il entende la seule vérité qu'il ne peut pas esquiver. Je décapuchonne le stylo. J'écris 3 mots. Elle avait raison. 3 mots. Diane avait dit que je n'avais jamais vraiment été sa fille. Et ces 12 ans d'absence, son silence à ma remise de diplôme, sa chaise vide lors de mon audience, ont donné raison à Diane. Elle n'a pas prononcé une prophétie. Elle a décrit ce qu'il avait construit. Je plie le papier une fois, le glisse dans l'enveloppe. Puis, je prends dans mon sac l'ordonnance du tribunal, la copie que le greffier m'a donnée. Je la glisse à l'intérieur avec la lettre. J'écris son adresse devant, la même adresse qu'il a depuis qu'il a épousé Diane. Je décolle un timbre du rouleau que Ruth garde dans le tiroir fourre-tout. Je l'appuie dans le coin. Je marche jusqu'à la boîte aux lettres, au bout de l'allée. J'ouvre la trappe, pose l'enveloppe à l'intérieur, la referme, relève le drapeau. C'est fait. Je ne donne pas suite. Je n'appelle pas. Je ne passe pas devant chez lui et ne vérifie pas ses réseaux sociaux ni ne demande à personne ce qui s'est passé quand il a ouvert l'enveloppe. La lettre est un point final à la fin d'une phrase, pas le début d'une conversation. Mais Ridgewater est Ridgewater.
Les murs sont minces et les gens parlent. 3 jours après avoir posté la lettre, ma mère rentre d'une garde de nuit à l'hôpital, avec ce regard. Celui qui dit qu'elle sait quelque chose qu'elle n'a pas encore décidé de partager. Denise à l'accueil dit que Greg Meyers n'est plus lui-même cette semaine. Il est venu aux urgences pour un contrôle de tension artérielle. Il avait l'air de n'avoir pas dormi. Je ne demande pas de détails. Je n'en ai pas besoin. Le dimanche suivant, Ruth entend parler de son amie Margaret à First Baptist. Greg est venu au service du matin seul. Pas Diane, pas Tommy. Assis au banc du fond, la tête baissée pendant toute l'heure. Quand le pasteur Davis lui a demandé s'il allait bien, Greg a secoué la tête et est parti avant la bénédiction. Margaret a dit qu'il avait l'air d'un homme qui venait de lire son propre avis de décès, me dit Ruth. Je hoche la tête. Je ne ressens pas de satisfaction. Je ne ressens pas de pitié. Je ressens l'étrange poids creux d'une porte que j'ai fermée moi-même. La conscience que ça devait arriver et la douleur de savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Je vais au travail. Je range le nouvel arrivage de sortie d'automne. Madame Pitton me demande si je veux changer mon badge. Oui, s'il vous plaît. Elle en imprime un nouveau avec l'étiqueteuse. Nathalie Ashford. Je l'épingle à mon tablier. Il est à la même place qu'avant. Même endroit. Nom différent. Madame Pitton le regarde, me regarde et hoche la tête une fois. Bien joué, Nathalie. C'est tout. Et c'est suffisant. Il se présente à la librairie un mercredi. La cloche au-dessus de la porte tinte. Je suis derrière la caisse en train de marquer des livres de poche d'occasion avec un pistolet à étiquette. Je lève les yeux et il est là. Mon père debout entre romans pour jeunes adultes et développement personnel, ce qui ressemble à une métaphore trop évidente pour être ignorée. Il a mauvaise mine. Chemise froissée, barbe trop longue pour être intentionnelle, yeux rouges comme s'il les avait frottés toute la matinée. Il sent le café et quelque chose d'aigre. Nat, on peut parler? Nous parlons. Il grimace, fait un pas de plus. Ses mains pendent de chaque côté, comme s'il ne savait pas quoi en faire. Je ne savais pas que c'était aussi grave. Je pose le pistolet à étiquette. Si tu savais. J'aurais dû. Tu aurais dû faire beaucoup de choses, papa. Il reste là, à absorber ça. Je regarde sa mâchoire travailler, sa gorge remuer. Il cherche la bonne phrase. La combinaison de mots qui ouvrira la porte que j'ai fermée, mais il n'en existe pas. Certaines portes n'ont pas de clé. Elles ont des gonds qui ne bougent que dans un sens. Est-ce que je peux arranger ça? On ne peut pas défaire ce qui est fait, et je n'en ai pas besoin. J'avais juste besoin que tu saches pourquoi. Ces 3 mots, dit-il, la voix qui se brise, c'était la vérité. Et tu le sais. Il me regarde. Pendant un long moment, il me regarde et je vois quelque chose que je n'ai jamais vu sur le visage de mon père auparavant. Pas de la colère, pas de l'apitoiement sur lui-même, de la reconnaissance. La compréhension lente et terrible d'un homme qui voit enfin les dégâts devant lesquels il passait tous les jours depuis 12 ans. Il hoche la tête une fois, puis se retourne et sort. La cloche tinte à nouveau. La porte se referme. Mes mains tremblent pendant 30 secondes. Je m'accroche au comptoir jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Puis, je reprends le marquage des livres de poche. Dans une ville comme Ridgewater, pas besoin de coller l'oreille contre le mur. Les murs parlent tout seuls. En l'espace d'une semaine, l'histoire me parvient par fragments, transmis à travers le réseau de dames d'église, de rencontres au supermarché et de conversations par-dessus la clôture qui forme le système circulatoire de chaque petite ville d'Amérique. Greg et Diane ont eu une vraie dispute. Pas les désaccords soigneusement modulés, qu'orchestre habituellement Diane, mais le genre qui fait vibrer les fenêtres et pousse les voisins à l'autre bout de leur jardin. Les détails arrivent par Madame Langlais, qui les tient de sa voisine, qui habite 2 maisons de chez les meilleurs. Diane, c'est ta faute. Tu l'as laissé faire ça, Greg. Et c'est la partie que tout le monde répète, la partie qui voyage le plus loin parce que les gens de Ridgewater attendent depuis 12 ans d'entendre Greg Myers s'opposer à quelque chose. Tu lui as dit qu'elle n'était pas vraiment ma fille lors de sa remise de diplôme, devant tout le monde. Diane a commencé à répondre,
Je voulais juste... Tu avais raison, Diane. C'est ce qu'elle a écrit. Elle avait raison. Et c'est le cas parce que je t'ai laissé le rendre vrai. Il paraît que Diane s'est tue après ça. Personne ne pouvait confirmer combien de temps le silence a duré, mais la voisine a dit que c'était la première fois en 11 ans qu'elle n'avait pas entendu la voix de Diane portée dans l'air du soir. J'entends tout ça de seconde main. Je ne le cherche pas. Je ne le commente pas. Je n'appelle pas mon père pour prendre de ses nouvelles. Et je n'appelle pas Diane pour enfoncer le couteau. Les 3 mots ont fait leur travail, pas comme des armes, comme des miroirs. Et ce qu'il y a avec les miroirs, c'est qu'on ne peut pas discuter avec ce qu'ils montrent. On peut seulement rester là et regarder. Dans les semaines qui suivent, le changement de nom se dépose sur Ridgewater, comme toute nouvelle se dépose sur les petites villes, en couches, chacune plus mince que la précédente, jusqu'à ce qu'elle fasse partie du bruit de fond. Madame Pétan est la première à le dire à voix haute à la librairie. Elle ajuste ses lunettes, regarde mon nouveau badge et dit « Ashford vous va bien ». Puis elle me demande de réorganiser le rayon jeunesse. Et la vie continue. Monsieur Donovan, mon ancien professeur d'histoire, celui qui m'a écrit une lettre de recommandation, envoie un email de suivi. J'ai toujours su que vous étiez plus forte que vos circonstances. Votre grand-père Walter serait fier. La bibliothécaire de la bibliothèque publique met à jour ma carte sans commentaire. La femme à la préfecture traite mon nouveau permis de conduire avec la même efficacité ennuyée qu'elle apporte à tout. Souriez, dit-elle, et l'appareil photo clignote. De l'autre côté de la ville, les remous sont moins doux. 2 des amis du groupe de lecture biblique de Diane cessent de répondre à ses appels. Pas de façon spectaculaire, pas avec confrontation, juste le retrait progressif qui se produit quand les gens décident qu'ils ne veulent pas être associés à une histoire qu'ils avaient mal jugée. L'incident de la remise de diplôme est raconté lors de repas partagés et chez les coiffeurs. Et Diane devient à chaque version un peu plus nette, ses mots un peu plus tranchants. Greg commence à fréquenter First Baptist, seul. Chaque dimanche, banc du fond. Diane reste à la maison avec Tommy. Je ne suis rien de tout ça délibérément. Je l'entends comme on entend les bulletins météo, passivement, en marge d'autres conversations. Je suis occupée. Mise à jour de la sécurité sociale, permis de conduire, formulaire d'inscription au collège. Chacun tamponné, signé et classé sous Nathalie Ruth Ashford. Chaque formulaire est un petit acte de construction. Je ne démolis rien. Je bâtis quelque chose qui aurait dû exister depuis le début. Un nom qui m'appartient. Ça se passe un mardi soir. Rien de particulier dans cette journée. Pas d'anniversaire, pas de déclencheur. Juste ma mère et moi à la table de la cuisine. Des restes de pâtes et le faible bourdonnement du réfrigérateur. Linda repousse son assiette et croise les mains. Elle fait ça quand elle s'apprête à dire quelque chose qu'elle retient depuis un moment. Je lui ai déjà vu faire ça avant d'annoncer de mauvaises nouvelles à l'hôpital. Je n'ai jamais dit du mal de ton père devant toi. Je sais, maman. J'ai fait ce choix tôt quand tu étais petite. Je ne voulais pas que tu portes ma colère en plus de la tienne. C'était la bonne décision. Elle secoue la tête. Peut-être, mais j'aurais dû te dire plus tôt que tu ne lui devais pas ta patience. Ce n'était pas ton rôle de le dire. C'était son rôle à lui de ne pas t'en faire avoir besoin. Ça atterrit. Je le vois l'atteindre. Son menton tombe légèrement. Ses yeux brillent. Et pour la première fois depuis mes 6 ans, ma mère pleure devant moi. Pas les pleurs étouffés dans un oreiller que j'entendais à travers le mur quand j'étais enfant. De vraies larmes, sans phare, coulant sur son visage dans la lumière de la cuisine. Je suis désolée de ne pas avoir pu te protéger de tout ça. Elle dit, tu m'as protégée, toi et mamie, chaque jour. C'est pourquoi je suis Ashford maintenant. Elle tend la main sur la table. Je la prends. Sa poigne est la même que celle qu'elle utilise aux urgences. Forte, stable, conçue pour tenir quelqu'un ensemble quand tout s'effondre. Nous restons là un moment. Les pâtes refroidissent. Le réfrigérateur bourdonne. La lumière de la cuisine rend tout doux et jaune. « Ton père ne te mérite pas, dit-elle doucement.
Je sais, mais ce n'est pas pour lui que je l'ai fait. Je l'ai fait pour moi. 15 septembre, premier jour au Ridgewater Community College. Le campus est 3 bâtiments en briques dans un parking. Rien de luxueux, mais l'air sent les nouveaux cahiers et les nouveaux départs. Je suis au 2e rang d'introduction à la composition en anglais, salle 204. Néons qui bourdonnent au plafond. La professeure, Dr. Hollis, une femme aux cheveux gris courts et à la voix comme du gravier chaud, ouvre son registre. Elle commence à appeler les noms. Adams, Alvarez, Anderson, chacun suivi d'un présent ou d'une main levée. Nathalie Ashford. Présente. Un mot, 2 syllabes, d'un nom que j'ai depuis exactement 7 jours. Je l'entends revenir à moi de la bouche de la professeure, et ça colle. Comme une clé dans une serrure dont on ne savait pas qu'elle était coincée. Ashford présente là. Une fille à côté de moi, cheveux roux, taches de rousseur, cahier déjà couvert de gribouillis, se penche vers moi. Ashford, c'est un joli nom. C'est irlandais? Anglais, dis-je. Ça signifie un passage près des frênes. Mon grand-père était charpentier. C'est tellement mieux que le mien. Je m'appelle Jess Miller. Il y a littéralement 4 Miller dans ce bâtiment. Je souris. Elle sourit. Et voilà, je suis Nathalie Ashford. Pour quelqu'un qui ne sait rien du tribunal, du carnet, des 3 mots, ni des 12 années qui m'ont menée là. Pour Jess, je suis juste une fille avec un nom de famille intéressant et un grand-père qui construisait des choses. Je ne lui raconte pas l'histoire. Je n'en ai pas besoin. La beauté d'un nouveau nom, c'est qu'il ne transporte pas les vieux bagages, à moins qu'on ne les emballe soi-même. J'ouvre mon cahier, un nouveau, à spirale, large. La première page est vierge. Pas de promesses brisées, pas de date d'annulation, juste de l'espace blanc en attente d'être rempli avec quelque chose que je choisis. J'apprends des nouvelles de Greg par la ville. Comme la météo qui arrive, on ne va pas la chercher. Elle se présente juste à votre fenêtre. Ruth me dit lors du dîner du dimanche que Greg a commencé à voir un thérapeute à Springfield. 40 minutes de route 2 fois par semaine. Elle l'a appris de Margaret à l'église qui l'a appris de la réceptionniste du thérapeute, parce qu'à Ridgewater, même la thérapie ne peut pas se cacher derrière une porte fermée. Il y va de lui-même. Ruth ajoute. Diane ne voulait pas. Elle a dit qu'il faisait un drame pour rien. Je pose ma fourchette. Tant mieux pour lui. Ça va, pour toi? Il fait ce qu'il aurait dû faire il y a 12 ans. Il est en retard. Mais ce n'est pas rien. Greg et Diane ne divorcent pas. Ce n'est pas comme ça que ce genre d'histoire se termine, proprement, dramatiquement, avec des papiers signés et des cartons emballés. À la place, la dynamique change. La voix de Diane dans le foyer devient plus discrète. Celle de Greg se fait plus stable. L'équilibre se modifie. Comme une maison qui se stabilise après des années à pencher trop d'un côté. 1 mois après l'audience, une lettre arrive chez nous, manuscrite. L'écriture en bloc de Greg sur une feuille de papier lignée. Pas d'adresse d'expéditeur, mais je reconnais l'écriture. Je l'ouvre à mon bureau. Il écrit qu'il est désolé. Il écrit qu'il sait que désolé ne suffit pas. Il écrit qu'il ne me demande pas de revenir, de pardonner ou de faire semblant. Il écrit qu'il essaie de comprendre comment il a laissé ça se produire. Et il commence à voir des réponses qui lui déplaisent. La lettre fait 2 pages. Ce sont les mots les plus nombreux que mon père m'ait adressés depuis mes 6 ans. Je la plie, la mets dans le tiroir de mon bureau et le ferme. Je ne la jette pas. Je n'écris pas en retour. Certaines lettres méritent d'être gardées. Toutes ne méritent pas une réponse. Le nouveau permis de conduire arrive un jeudi. Je le récupère au guichet de la préfecture, signe sur le pad numérique et m'écarte pour le regarder sous les néons. Nathalie Ruth Ashford, cheveux bruns, yeux noisettes, 1,68 m, donneuse d'organes. La photo est meilleure que l'ancienne. Quelque chose dans l'expression. Sur la dernière photo, j'avais l'air de quelqu'un qui attend une permission. Sur celle-ci, j'ai l'air de quelqu'un qui a arrêté de demander. Je passe mon pouce sur le nom. Le plastique est lisse, le texte petit et officiel, le genre de caractères qui disent « C'est qui vous êtes selon l'État du Missouri ». Mais ça semble plus grand que l'État du Missouri.
Ça ressemble au premier document honnête que j'ai jamais tenu. À la maison, Ruth demande à le voir. Je le lui tends. Elle le tient à bout de bras, lunettes dans l'autre main, et lit chaque ligne. Regarde ça, dit-elle. Tu as le nom de ton grand-père et une bien meilleure photo que la mienne. Tu n'as pas de mauvaise photo, mamie? Si. 2019. J'ai éternué. Elle me rend le permis et je le glisse dans mon portefeuille. Le même emplacement qu'avant. L'emplacement où Nathalie Meyers a vécu pendant 2 ans et 3 mois. Il rentre de la même façon. Il pèse pareil. La différence est invisible pour tout le monde, mais je la ressens. Je ressens l'absence d'un nom qui n'a jamais semblé être le mien et la présence d'un qui l'est. Ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas cinématique. C'est une carte plastifiée dans un portefeuille en cuir que je sortirai dans des supermarchés et lors de contrôles de police, et dans des moments tellement ordinaires qu'ils ne feront jamais une histoire. Et c'est exactement le but. Mon nom n'a plus besoin d'être une histoire. Il a juste besoin d'être à moi. Ce week-end, je range ma chambre. Pas le genre de rangement où on pousse tout dans le placard et on appelle ça nettoyer. Le vrai genre, où on sort les cartons de sous le lit et on décide ce qui reste et ce qui part. Je trouve le carnet au bas d'une pile coincé entre un trophée d'orthographe de CM1 et une boîte à chaussures pleine de cartes d'anniversaire de Ruth. Je m'assieds par terre en tailleur et je l'ouvre. Page 1. Écriture ronde et soignée. Le genre qu'un enfant de CE2 utilise quand il essaie de bien former chaque lettre. Papa a dit qu'il viendrait à mon récital de piano. 12 mars. Il n'est pas venu. Page 20. L'écriture est plus nette maintenant, penchée en avant, les lettres plus grandes et plus serrées. Papa a annulé la sortie à la foire du comté. Urgence au travail. Page 36. Presque mon écriture actuelle. Frais de tribunal, 200 $. J'ai besoin de 8 gardes à la librairie. Page 44. La dernière entrée. Papa a encore annulé. Diane ne se sent pas bien. 47 promesses, 47 rompues, écrites à l'encre qui change de couleur sur 8 ans. Bleu, noir, violet. Retour au noir parce que j'utilisais le stylo qui était à portée de main. Le carnet est froissé, taché de café, la couverture craquelée, à force d'être ouvert et fermé tant de fois. Je le ferme. Je n'arrache pas les pages. Je ne le brûle pas. Je ne le jette pas à la poubelle avec un discours sur le lâcher-prise. Je le mets dans un carton sous mon lit à côté d'un ours en peluche nommé Capitaine et de ma photo de classe de CM2. Des choses d'une vie que j'ai dépassée mais pas abandonnée. Je n'ai plus besoin du carnet, mais je le garde parce qu'il prouve que je n'inventais pas. Chaque promesse, chaque annulation, chaque report et chaque semaine chargée consignée dans l'écriture d'une enfant qui est lentement devenue celle d'une femme. La preuve que je lui ai donné toutes les chances. Je veux être honnête avec vous à propos de quelque chose. Je n'ai pas changé mon nom pour blesser mon père. Je l'ai changé parce que porter son nom me blessait. Chaque fois qu'un professeur appelait Nathalie Meyers lors de l'appel, j'entendais l'écho d'un homme qui avait dit qu'il serait de retour vendredi. Chaque fois que je signais mon nom sur un contrôle, une demande d'emploi ou une carte d'anniversaire, j'écrivais la signature de quelqu'un qui avait choisi de ne pas se montrer. Pendant 12 ans, j'ai cru que si j'étais assez bonne, mes notes assez hautes, mon comportement assez parfait, ma patience assez grande, mon père reviendrait. Il verrait ce qu'il manquait et me choisirait. Il ne l'a pas fait. Et je veux que vous entendiez clairement cette partie. C'était son échec, pas le mien. Un enfant ne devrait pas avoir à mériter la présence de son père. La présence n'est pas une récompense. C'est une responsabilité. Les 3 mots que j'ai écrits dans cette lettre n'étaient pas de la vengeance. Ils étaient un miroir. Et parfois, un miroir est la seule chose qui peut atteindre quelqu'un qui a passé des années à détourner le regard. Je ne sais pas ce qui se passera ensuite entre mon père et moi. Peut-être qu'il continuera à aller en thérapie. Peut-être qu'il écrira d'autres lettres. Peut-être qu'un jour, dans des années, j'ouvrirai ce tiroir de bureau et lui répondrai. Je ne sais pas, mais je sais ceci. Quoi qu'il arrive, ça se passera à mes conditions, avec mon nom, en mon temps. Si vous portez un nom,
une relation ou une attente qui ne vous semble pas la vôtre, vous avez le droit de le poser. Pas par haine, pas par vengeance, par respect de vous-même, parce que le respect de soi n'est pas quelque chose que quelqu'un vous donne. C'est quelque chose que vous construisez décision après décision jusqu'à ce que ça supporte votre poids. Je m'appelle Nathalie Ruth Ashford et pour la première fois de ma vie, mon nom me ressemble. C'est octobre maintenant. Les frênes le long de la propriété de grand-mère Ruth ont viré alors. La lumière du porche projette un cercle chaud sur les planches du sol, des grillons. L'odeur de fumée de bois venant d'une cheminée plus bas dans la rue. Je suis assise dans le rocking chair de gauche. Ruth est dans celui de droite. 2 tasses de camomille, la vapeur qui s'enroule dans l'air frais. Nous nous sommes assises ici depuis que j'étais assez petite pour tenir sur ses genoux. Et le rythme n'a pas changé. Avancer, reculer, laisser le silence faire la conversation. « Tu sais ce que ton grand-père dirait là maintenant ?» demande Ruth. « Quoi ?» Elle sourit. Le sourire lent et plein qu'elle garde pour les moments qui comptent, vraiment. Il dirait « Il était temps, nom de Dieu. » Je ris vraiment. Le genre qui part de la poitrine et remonte jusqu'à ce que tout le corps soit de la partie. Ruth se joint à moi, son rocking chair craquant plus vite, son thé débordant de sa tasse. Nous rions jusqu'à ce que les grillons se taisent et que la lumière du porche vacille. Puis, nous nous enfonçons dans le silence facile que seules 2 personnes qui se font entièrement confiance peuvent partager. Je lève les yeux. Ciel d'octobre plein d'étoiles, plus qu'on n'en voit jamais en ville. Quelque part derrière ces étoiles, Walter Ashford est là-haut. L'homme qui a construit cette maison, qui a planté ces arbres, qui a donné son nom à une famille qui le porte avec fierté. « Bonjour, grand-père Walter », dis-je au ciel. « C'est agréable de te rencontrer enfin comme il se doit. Je m'appelle Nathalie. Nathalie Ashford. » Ruth tend la main et serre la mienne. Sa paume est chaude de la tasse. Sa poigne est la même qui m'a tenue stable toute ma vie. Et voilà, dis-je, c'est mon histoire. C'est mon histoire. Et si elle vous a fait ressentir quelque chose, de la colère, du soulagement, de la reconnaissance, j'adorerais l'entendre. Laissez un commentaire. Avez-vous déjà lâché quelque chose qui ne vous appartenait pas à porter? Un nom, une relation, une attente que quelqu'un d'autre avait placée sur vos épaules. Si vous avez traversé quelque chose comme ça, vous n'êtes pas seul. Et votre histoire compte aussi. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et consultez la description ci-dessous pour d'autres histoires comme celle-ci. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Je m'appelle Nathalie Ashford et je l'ai choisie.